Bonjour. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la performance d'exploitation de l'entreprise. Si je fais ce choix, c'est que je profite de la présence de Madame Relotte pour faire un bond en avant dans les spécificités de l'hôtellerie-restauration. Jusqu'à présent, on a vu des chapitres d'économie, de droit, on a commencé à travailler sur des formes plus mathématiques de la gestion hôtelière à travers les, euh, la méthode des moindres carrés, à travers les budgets et l'analyse des écarts. Là, je voudrais vous parler de l'analyse et de la mesure de la performance d'exploitation. Elle est très importante, surtout lorsque vous êtes manager d'exploitation. C'est là où on voit la différence entre le management stratégique et le management opérationnel. Donc vous allez, la plupart d'entre vous, être amenés à être des managers opérationnels. Et pendant vos fonctions, eh bien, votre direction va vous juger sur votre capacité à générer du chiffre d'affaires, mais aussi à maîtriser les différentes charges de l'entreprise. Surtout lorsque l'on sait que le coût matière et les charges de personnel représentent à eux seuls pratiquement 75% du chiffre d'affaires. Donc un dérapage ne serait-ce que d'1% sur le coût matière ou sur le coût du personnel, ça peut engendrer carrément un quart ou la moitié du chiffre d'affaires en moins. Pardon, du bénéfice en moins. Donc, toute votre attention, on vous attend là-dessus sur votre capacité à générer du chiffre d'affaires et à maîtriser les charges, notamment les charges de matières premières, comme je disais tout à l'heure, et les charges du personnel, qui d'ailleurs ont un nom spécifique qui, dans la profession, on les appelle les prime costs, c'est-à-dire les coûts principaux. Puis, comme je disais tout à l'heure, à eux deux, ils peuvent représenter 75%, voire plus, dans certains cas, pour certains types d'entreprises. À ces deux coûts principaux, vous avez aussi ce qu'on appelle les frais généraux. C'est d'autres charges. Là-dessus, eh bien, en tant que manager opérationnel, vous devez maîtriser ces éléments-là. Il y a d'autres charges dont vous n'avez pas le contrôle, qui relèvent plutôt du stratégique. C'est ce qu'on appelle les coûts d'occupation. Tout ce qui concerne les immobilisations, tout ce qui concerne les infrastructures, ne sont pas de votre compétence, puisque ce sont des décisions qui dépendent de la politique, de financement et de la politique d'investissement décidée par la direction, donc par les managers au niveau stratégique. Donc, ce que je vais voir maintenant, je ne pourrais pas le faire sans prendre un peu de temps pour revoir ce qu'est le compte de résultat, même si je sais que vous l'avez vu et revu, mais je préfère être sûr de partir sur des bases communes à tous. Puisque l'analyse de la performance d'exploitation se voit essentiellement à travers le seuil de rentabilité, à travers les seuils intermédiaires de gestion, ou encore à travers le tableau de bord. Le tableau de bord d'exploitation. D'ailleurs, c'est celui-ci que je vais traiter là maintenant. Alors commençons par le compte de résultat. Voilà un exemple de compte de résultat que j'ai pris dans votre livre. Il est à la page 143, ce compte de résultat, pour mon entrée en matière, qui est finalement le film de votre activité. C'est-à-dire que ça va représenter du premier, enfin, en supposant que l'année, que votre exercice court sur l'année civile, donc du 1er janvier au 31 décembre, eh bien, ça va mettre en avant toute votre activité sur cette année-là, sur cet exercice, du 1er janvier au 31 décembre. On va voir l'ensemble de ce que vous vendez, donc qu'on appelle ici les produits, et puis ce que vous avez dû dépenser, donc les charges, pour pouvoir réaliser votre activité. Pour pouvoir mettre en place vos prestations d'hébergement, vos prestations de restaurant, vous avez dû acheter des denrées, vous avez dû acheter des produits d'accueil. L'ensemble de ces charges va permettre donc de mettre en place les prestations, les différentes prestations de votre restaurant ou de votre hôtel. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, les charges sont à gauche, les produits à droite, qui sont subdivisés en 3 sous-parties. La première partie qui est l'exploitation, la deuxième partie les éléments financiers et enfin les éléments exceptionnels. Nous, dans notre analyse et dans la mesure de la performance d'exploitation, on va s'intéresser,
comme je viens de le dire, à la partie exploitation surtout, hein, afin de voir votre capacité à réaliser, à générer du chiffre d'affaires, mais aussi du bénéfice par la maîtrise des différents coûts. Alors, une présentation rapide des produits et des charges. Je vais commencer donc là par les produits. Vous avez ici tout en haut ce qu'on appelle la production vendue de services. Ça regroupe l'ensemble des prestations que vous réalisez dans votre hôtel, c'est-à-dire les prestations au restaurant, les prestations hébergement, prestations bar, prestations de lunch, prestations de bien-être, enfin autant de prestations que vous avez d'activités. En deçà, vous avez la production stockée. Généralement, on n'en a pas dans l'hôtellerie-restauration. Si vous voulez, la production stockée, si je prends l'exemple de l'automobile, eh bien, quand on fabrique un bien, il y aura une production des produits en cours, production des produits terminés, mais qu'on n'aura pas encore vendus. Donc, on a un parc automobile où on a encore des stocks de voitures non encore vendus. Donc, c'est ça la production stockée. En hôtellerie-restauration, on n'a pas en général ce genre de choses. La production immobilisée, alors très importante cette production immobilisée, puisque dedans, ou consommée, hein, puisque dedans, on aura principalement tous les offerts aux clients, hein, c'est-à-dire toute la production faite, mais qu'on n'aura pas vendue, mais offert aux clients. Ça va représenter un coût, hein, finalement, puisque le chef de cuisine, lui, il a utilisé des denrées qui sont comptabilisées, donc c'est comptabilisé comme un coût, donc ça vient augmenter son coût, et cette production immobilisée, ces offerts vont venir amputer vont venir gonfler artificiellement ces coûts, enfin pas artificiellement, réellement en tout cas, et donc c'est pas de son, de sa faute finalement si ces coûts ont gonflé puisqu'on a fait des offerts. Donc on garde ces sommes-là, hein, cette production immobilisée sera conservée, hein, afin d'ajuster le coût matières premières de façon à ne pas pénaliser le chef de cuisine, hein. C'est-à-dire qu'on va devoir les retirer, hein, quand on aura besoin de calculer le coût matière. Mais il n'y a pas que les offerts, il y a aussi le repas du personnel. Et effectivement, là aussi, on va devoir utiliser de la matière qui va venir gonfler le coût. Et lorsqu'on voudra calculer la performance du chef de cuisine, il ne faudra pas en tenir compte. On va devoir aussi défalquer le montant des repas du personnel et des offerts au coût matière. Donc c'est pour ça qu'il est important, hein, de bien noter que ce coût matière, cette production immobilisée, tôt ou tard, on va devoir en tenir compte lorsqu'on voudra ajuster le coût matière. Vous pouvez recevoir des subventions, donc c'est un produit. Peut-être un petit peu là pour la production immobilisée, effectivement, vous avez bien compris que ce n'est pas un produit, hein, c'est finalement une opération pour neutraliser l'ensemble des charges ici, hein, c'est une opération blanche. C'est-à-dire qu'on passe les charges que l'on a eues pour réaliser nos plats, on les met en produit de façon à ne pas imputer, de façon à ne pas alourdir les charges, hein. C'est une espèce de rééquilibrage, c'est une astuce comptable si vous voulez. Donc je reviens donc ensuite sur mes subventions. Alors il y a deux types de subventions, il y a les subventions d'investissement et les subventions d'exploitation. Les subventions d'investissement ont un autre traitement comptable, ils sont en général dans le bilan. Ici la subvention d'exploitation est un produit qui arrive et qui sera comptabilisé en produit. Vous pouvez avoir d'autres produits qui auront à voir avec votre activité principale, mais que ça reste des produits autres d'exploitation. Donc tout ça va vous donner le total des produits d'exploitation. Après, vous avez les éléments financiers, notamment les produits financiers de participation. Alors les produits financiers de participation, ça concerne les titres de participation. Vous savez que l'entreprise va acheter des actions, hein, des actions qui vont, là, si elle les garde, c'est dans un but peut-être pour avoir le contrôle d'une autre entreprise, donc elles vont rester durablement, on va dire, dans l'entreprise. Et chaque année, au bout, tous les ans, il y aura peut-être des revenus, on va dégager des revenus financiers, hein, qui s'appellent des dividendes, et ça va là-dedans. Donc voilà, c'est les produits financiers de participation. Vous pouvez avoir de valeurs mobilières aussi, donc créances de l'actif immobilisé. Alors c'est la même chose que les participations, sauf que les valeurs mobilières, eux, ont un petit côté plus spéculatif pour ce qui est des valeurs mobilières. Donc là, ce n'est pas une immobilisation, hein. Généralement, c'est plutôt stocké dans le bas du bilan vers les disponibilités, puisqu'ils sont plus facilement... on parlera de liquidité quand on travaillera sur le bilan, mais en tout cas, ils figurent au niveau du bas du bilan. C'est ça, c'est les valeurs. Mais c'est aussi des actions, hein. Alors, la différence entre participation, valeur mobilière et l'actif immobilisé, tous sont des actions, mais les termes changent en fonction de ce que vous voulez en faire. Si vous voulez avoir un contrôle sur l'entreprise, on appellera ça des titres de participation.
Si vous les gardez à long terme et que vous ne voulez pas suffisamment, hein, vous n'avez pas au moins 10% du capital de l'autre entreprise, on ne peut pas dire que vous avez un contrôle dessus, mais vous les gardez quand même. Et puis les valeurs mobilières, là, votre objectif n'est pas d'avoir un contrôle sur votre entreprise, mais juste une volonté de faire de la spéculation. Donc ce sont des biens qui vont entrer et sortir lorsque la tendance sera favorable. Donc voilà pour les produits financiers ici. Et puis en dessus, vous avez les produits exceptionnels, donc rien à voir avec l'activité. Ce ne sont pas des éléments financiers non plus. Donc tout ce qui n'est pas d'exploitation ni financier, on le met dans l'exceptionnel. D'accord ? Donc il y aura deux types d'exceptionnels hein, sur opération de gestion. Alors des exemples de produits exceptionnels sur opération de gestion, ça va être bien lorsque vous avez un dégrèvement d'impôt, hein, c'est-à-dire que l'État vous accorde une réduction d'impôt, un dégrèvement d'impôt. Donc c'est un produit en plus, c'est exceptionnel, c'est un cadeau de l'administration fiscale. Ça peut être aussi dans le cas où vous percevez des amendes et pénalités. Hein, une entreprise a commis une infraction, vous avez porté plainte et vous avez gagné le procès, donc vous recevez donc, des fonds, des produits. C'est exceptionnel, hein, c'est pas votre activité. Voilà des exemples sur opération de gestion. Maintenant, sur opération en capital, eh bien, ça peut être lorsque vous cédez un bien, eh bien, vous le vendez et donc vous recevez en échange de ce bien une certaine somme, vous l'avez vendu. Vendre des biens de production, hein, vendre une partie de votre appareil productif, c'est pas votre boulot. Hein. Vous êtes avant tout hôtelier ou restaurateur. Voilà, ça n'a rien à voir avec votre activité. Donc voilà pour ce qui est des produits. Donc on a rapidement dressé le tableau. Donc vous comprenez que c'est l'ensemble des ressources qui vont rentrer pendant l'exercice. Je dis bien pendant l'exercice parce qu'effectivement, à chaque fois, chaque année, on remet les compteurs à zéro. C'est-à-dire que le compte de résultat, en début de chaque année, il est nul. Hein. C'est-à-dire qu'on va finalement mettre la synthèse du compte de résultat dans le bilan, à travers le résultat. C'est-à-dire qu'on va faire produit moins charge, ça vous donne un résultat, c'est ce qu'on le retrouve dans le bilan. Maintenant, au niveau des charges, donc même présentation, hein, il y a trois grandes familles, exceptionnelles, financières et... exploitation financière exceptionnelle. Vous donc pour commencer par les charges d'exploitation. Donc ici, on vous présente ceux de cette année et puis vous avez ceux de l'année dernière. Ça vous permet de faire l'analyse. Hein, pareil pour les produits. Vous avez les achats de matières et approvisionnement. Donc c'est tout ce qui est denrées périssables, non périssables, qui représente finalement les achats de matière, hein, qui va nous permettre de calculer le coût matière. D'ailleurs, ce coût matière, on l'obtient en prenant les achats plus ou moins les variations de stock. Et on n'oubliera pas de retirer les productions immobilisées pour avoir, si vous voulez, le coût d'achat, hein, le coût d'achat des matières. Je vais garder cette formule-là pour commencer. On va dire que c'est une formule simplifiée, mais c'est bien comme ça. Ça suffira pour le moment. Donc retenez que pour avoir le coût matière des produits achetés et consommés, eh bien, on prend les achats de matière, auxquels plus ou moins la variation, et on enlève la production immobilisée. Alors, je vais m'arrêter sur la variation de stock. Hein. Pourquoi moins? Pourquoi plus? Là, quand vous avez moins 300, ça veut dire que le stock initial est plus petit que le stock final. Puisque pour déterminer la variation de stock, on fait stock initial moins stock final. Hein, effectivement, si vous voulez savoir ce que vous avez consommé, vous avez acheté. Ce que vous avez acheté, vous êtes censé l'avoir consommé. Donc, plus le stock initial qu'il y avait au départ, vous êtes censé l'avoir consommé. Et puis finalement, quand on regarde à la fin, il y a un stock final, c'est ce que vous n'avez pas consommé. Donc, si on va voir le montant exact de votre consommation, on prend les achats, on ajoute le stock initial et on enlève le stock final, puisqu'il est toujours là. Et comme ça, vous avez vraiment les matières consommées. Mais là, quand je dis ça, j'ai juste dit que vous avez les matières consommées. Ce n'est pas les matières consommées et vendues. Pour avoir les matières consommées et vendues, c'est là qu'intervient la production immobilisée. Il faudra la retirer. Puisque ce qu'il y a dans la production immobilisée, on a vu tout à l'heure que c'était les offerts.
et les repas du personnel qui n'ont pas été vendus, eux. Donc, si on veut être juste avec le chef, lui imputer vraiment ce qu'il a consommé et vendu, eh bien, on va prendre les achats, on ajoute les stocks initiaux, on enlève le stock final, mais on enlève aussi la production immobilisée. Donc voilà, je vous ai donné une formule assez complète du coût matière consommé et vendu. À la suite de ça, vous avez les achats et charges externes. Voilà. Donc, c'est tout ce qui ne concerne pas les denrées. Hein, c'est par exemple les documentations, les abonnements. Ce que je ne vois pas ici, c'est des fois vous avez aussi les achats de produits d'accueil qui concernent l'hôtel. Hein, les produits d'accueil, savon, tous les savons, shampoings, tout ce qui est nécessaire pour la salle de bain, tout ce qui est nécessaire pour la chambre, hein, les peignoirs, les chaussons, enfin tout dépend de la gamme de votre hôtel. Vous avez donc les impôts et taxes et versements assimilés, à ne pas confondre avec les impôts sur les sociétés. Hein, là, ça va être la taxe professionnelle, ça va être les divers taxes et impôts que vous avez dans l'entreprise, comme la taxe foncière, la taxe sur l'habitation, la participation à la formation continue. Voilà un ensemble d'impôts, hein, c'est ça que vous allez avoir dedans. Quoi d'autre encore? Les salaires et traitements. Donc les salaires, c'est tout ce qui concerne les salaires dans les entreprises de droit privé. Et puis les traitements, généralement, c'est, on ne le verra pas, hein, enfin, c'est les salaires, mais des fonctionnaires, donc dans les entreprises de droit public. Les charges sociales, donc c'est ce qui, donc ici les salaires que vous avez pour le montant brut. Dans ce montant-là de salaire, vous avez le salaire net du salarié plus ses cotisations salariales, hein, qui représentent entre 22 et 25% du salaire brut. Et puis en deçà, là, ce qu'on a ici, la ligne charge sociale, c'est généralement, ça représente les charges patronales qui, eux, représentent à peu près 60% du brut. Donc vous voyez que 60% du brut, peut-être un peu moins, on va dire 40% du brut, oui, un peu moins. C'est l'ensemble qui représente 60% du brut, où on a aussi, par rapport au net, c'est plutôt 80-82% du net. Ça dépend sur quelle base vous partez. Enfin, toujours est-il que là, vous avez, si on vous demande de calculer, par exemple, le coût salarial pour l'année N, bien, vous allez faire la somme du salaire et traitement plus les charges sociales. Et là, vous avez le coût, c'est-à-dire le salaire brut plus les charges patronales. Voilà. Ensuite, vous avez les dotations aux amortissements et aux dépréciations, qui sont sur les immobilisations, hein, généralement. Mais vous pouvez avoir aussi, normalement, des dotations et aux dépréciations sur sur les créances, enfin sur l'actif circulant, que je ne vois pas ici. Mais c'est pas forcément la dépréciation, en tout cas, ça peut être sur les immobilisations, mais c'est aussi sur des fois, c'est aussi sur les créances et les stocks. Hein. Alors la distinction entre les deux, c'est que les amortissements ont un caractère irréversible. Hein. Quand vous achetez une voiture, à partir du moment où elle sort du chez le concessionnaire, vous pouvez vous dire qu'elle a perdu 20% de sa valeur. Eh bien, cette perte de valeur, c'est ce qu'on appelle les amortissements. C'est une charge que l'administration vous autorise à comptabiliser, et je vous invite à le faire, puisque le fait de gonfler finalement artificiellement vos charges vont vous permettre d'avoir des réductions d'impôts, puisque l'impôt est calculé sur le résultat, c'est-à-dire sur la différence entre le produit et les charges. Donc l'amortissement qui est ici, si vous voulez, c'est finalement qu'une charge calculée et qui n'aura aucun impact sur votre trésorerie, puisque c'est une charge fictive finalement. Hein, donc ça vous permet de faire quoi? De mettre finalement des fonds de côté, puisque c'est sur le résultat, puisque le résultat est diminué du montant de l'amortissement, eh bien ce sont des sommes que vous n'allez pas distribuer aux actionnaires. Ce sont des sommes que vous allez finalement mettre de côté, puisque même si c'est pas une charge, c'est qu'une charge calculée, mais étant donné que vous la prenez en considération dans le calcul du résultat, c'est finalement une épargne. C'est une épargne qui vous permettra par la suite de réinvestir. Pour les dépréciations ici, à la différence des amortissements, c'est que les dépréciations ne sont pas irréversibles.
hein. C'est-à-dire qu'à tout moment, cette perte supposée, hein, c'est une perte qu'on suppose sur un bien, on peut, l'année suivante, peut-être que la situation s'améliore et bien, on va devoir l'annuler. C'est ce qu'on appelle la reprise. Alors, je vous donne un exemple. Supposons que sur votre hôtel, eh bien, il y a un projet de construire une autoroute juste devant votre hôtel, qui divise le parc. Vous aviez un magnifique parc et bim, on met un hôtel. Ça va être bruyant, ça va être pollué, ça va tirer moins de monde. Donc, finalement, votre hôtel va perdre de la valeur. Si vous estimez que la perte de vos infrastructures est de 20%, eh bien, vous faites une dotation pour dépréciation du montant de 20% sur la valeur de votre IMO, et c'est ce qui est perdu. Mais on met en dépréciation, parce qu'il se peut que l'année suivante, eh bien, suite à des plaintes, suite à des manifestations des riverains, eh bien, que l'autoroute ne se fera pas. Et dans ces cas-là, si l'autoroute ne se fait pas, cette dépréciation n'étant plus justifiée, eh bien, on peut la reprendre sous une forme de reprise, donc de charge à passe à produit, ce qui fait une opération blanche sur plusieurs exercices. Bien sûr, la première année, vous êtes chargé, vous avez plombé votre résultat, mais la fois suivante, vous allez pouvoir dégager un produit et donc gonfler votre résultat. Mais pareil, c'est une perte latente, elle n'est pas réelle, et pas voilà. Mais c'est pas comme les amortissements. L'amortissement, c'est sûr. C'est irréversible. Pour les risques et charges, c'est pareil. Hein, c'est des pénalités sur des éventuelles amendes, sont par exemple les charges à répartir sur plusieurs exercices. Hein, c'est-à-dire que, imaginez que vous avez un arbre qui est tombé sur votre toiture. Les réparations sont trop importantes. Enfin, la charge est énorme. Vous allez la supporter sur votre exercice. Ça va venir impacter gravement votre résultat. Donc, pour éviter ce type de désagrément, eh bien, il y a la comptabilité, hein, l'autorité des normes comptables vous autorise à répartir cette charge sur plusieurs années. Autrement dit, par une astuce comptable, on va neutraliser une grande partie des charges en mettant un compte de produit, si vous voulez, qui va venir faire une opération blanche. Et puis, comme ça, progressivement, les années suivantes, vous allez impacter d'un petit bout de charge, si vous voulez, les autres années. Ça permet donc de ne pas avoir un impact trop grave, trop sanctionné finalement le résultat de l'année où l'accident est arrivé, où les réparations ont dû être faites. Les autres charges, donc, c'est par exemple des pertes sur des créances en cours ou des exercices antérieurs. C'est aussi les jetons de présence des administrateurs lorsque vous êtes dans une société. C'est des droits d'enregistrement, des droits d'auteur, des choses comme ça. Voilà. Donc c'est vraiment pas. Ça fait partie de l'exploitation, mais c'est pas le cœur de notre activité. Les charges financières, maintenant, c'est les intérêts. Alors, ces intérêts, généralement, comme c'est des charges financières, donc c'est sur les emprunts qu'on aura éventuellement contractés. Ensuite, vous avez les charges exceptionnelles. Là, il y a le distinguo entre gestion et capital. De gestion, les opérations de gestion, c'est lorsque les pertes sur créances exceptionnelles, hein, qui ne sont pas amenées à se répéter normalement. Donc, ça peut être tout ce qui est lié à des amendes et des pénalités au niveau fiscal. C'est quoi d'autre encore, tout ce qui a un caractère exceptionnel mais qui pénalise, qui provoque une perte pour l'entreprise. Et puis sur opération en capital, les charges exceptionnelles sur opération en capital, là c'est pareil, on peut revenir sur la cession d'un bien. Cette cession, si la somme de vos la somme de vos amortissements reste inférieure à la valeur comptable de votre bien, la valeur où vous avez acheté votre bien, pas la valeur comptable mais la valeur d'origine, la valeur historique, voilà, de votre bien, eh bien c'est une charge, puisque si vous allez sortir du patrimoine, c'est une opération qui permet de sortir du bilan le bien. C'est-à-dire que c'est la différence, c'est la valeur nette comptable, c'est la différence entre la valeur historique du bien moins la valeur où vous l'avez comptabilisé, hein, moins la somme des amortissements. Donc effectivement, ce sont des choses qu'on ne voit plus maintenant avec le nouveau référentiel, hein, puisqu'on n'est pas destiné à être des comptables, mais c'est juste pour expliquer un petit peu, hein, j'en profite, hein, les différents libellés, etc.
Donc voilà, on a fait les trois ici. Donc vous avez la part des salariés aux frais d'expansion. Donc c'est tout ce qui est une participation aux bénéfices, si vous voulez. C'est un contrat, comme un compte épargne sur les bénéfices. Donc l'impôt sur les bénéfices, c'est 15% jusqu'à 38 120. Et puis au 1er janvier 2020, c'était au-delà, donc c'était 28%. Et normalement, en janvier 2021, ça a dû être passé à 26,5. Je pense que ça va le faire, puisque vu la crise, c'est pas le moment de plomber nos entreprises. Donc voilà, on a fait la présentation succincte des charges et des produits. Hein. J'espère que je ne vous ai pas endormi, mais il fallait que je le fasse. Et la différence entre les produits et les charges, ça va donner soit un bénéfice, soit une perte. C'est un bénéfice lorsque les produits sont supérieurs aux charges, et puis c'est une perte lorsque les charges sont supérieures aux produits. Donc on l'inscrit ici, ça permettra d'équilibrer le total des charges avec le total des produits. Voilà, je vais pouvoir passer maintenant au cœur de ce qui m'intéresse, c'est-à-dire le tableau de bord. J'espère que je ne vais pas être aussi soporifique. Et bon, allons-y, c'est parti.